Alors maintenant, on va voir l'équation de la réaction de dissolution dans l'eau. Alors, je prends un solide ionique de formule générale AB, donc constitué de deux ions, un ion A+, et un ion B-, hein, peu importe, on peut mettre un B, B+, peu importe. Alors, ce qui est très important, c'est de bien noter les petites lettres ici. Donc au début, il est solide, hein, le NaCl, il est solide, et à la fin, il a été dissous avec les trois étapes, donc il a été hydraté, donc entouré de molécules d'eau. Et pour montrer qu'il est entouré de molécules d'eau, on rajoute ce petit aqueux, donc aqueux, hein, juste à côté des formules de l'ion. Donc il suffit de couper en deux un solide, la formule du solide, et de rajouter les charges. Donc il faut connaître les charges, hein, savoir si c'est de plus, de moins, plus, moins, etc. Donc, aqu signifie aqueux, hein, et on indique que c'est pour l'ion hydraté, donc entouré de molécules d'eau. Alors, si c'est pas de l'eau, le solvant, à ce moment-là, on va mettre solvaté ou solve, enfin, on trouve des abréviations. Alors, ce qui est important, c'est qu'au cours d'une dissolution, on a évidemment conservation de la matière et de la charge électrique. C'est une équation traditionnelle à équilibrer. Donc, on a la solution ionique qui est électriquement neutre. Ça veut dire que la quantité de charge positive est égale à la quantité de charge négative. Hein, les charges doivent évidemment s'équilibrer. Alors, je vous invite à mettre en pause et à essayer d'écrire les équations de dissolution des différents solides ioniques qui sont ici, donc NaCl, du chlorure de cobalt, CoCl2, sulfate d'aluminium. Alors, vous voyez que dans les formules des solides, des fois, on a des nombres, ici, petit 2. Donc là, ça veut dire qu'il y a forcément deux ions chlorure, donc ça s'écrira 2Cl-, et ça vous permet parfois, quand vous connaissez la charge de l'un, d'en déduire la charge de l'autre, puisqu'à la fin, ça doit être neutre. Alors attention au niveau des charges pour celui-là, donc là j'ai deux ions aluminium, et j'ai trois ions sulfate. Et vous voyez que le 3, je suis obligé de mettre SO4 entre parenthèses, hein, pour montrer que c'est cet ion au total qui est multiplié par 3. Alors, la réponse, donc pour NaCl, ça va être Na+, aqueux, plus Cl- aqueux. Donc, il faut connaître les formules d'un certain nombre d'ions, puisque la charge, je sais que c'est la même puisqu'il y en a un pour un, mais je ne sais pas si c'est Na2+, et Cl2-, hein, il faut connaître la charge. Alors, pour le chlorure de cobalt, donc je sais que c'est Cl- et qu'il y en a deux. Donc, j'ai 2 Cl-. Ça veut dire que j'ai forcément CO2+. Donc j'ai CO2+, aqueux, plus 2 Cl-, hein, donc 2+, et 2-. Alors pour l'aluminium, vous avez Al3+, et j'en ai deux. Donc 2 Al3+, ça fait 6 charges positives. Donc à vous d'essayer de voir quelle va être la charge de l'ion sulfate avec ça. Donc je vais avoir 2 Al3+, aqueux, donc n'oubliez pas aqueux. Donc 2 fois 3, 6+, et donc comme là j'en ai 3, puisqu'il y a SO4, j'ai forcément 2-, hein, puisque 2 fois 3, c'est 3 fois 2. Donc 3 fois 2-, ça fait 6 charges négatives aussi. Donc c'est bien neutre. Alors on va introduire deux concentrations. Donc la concentration en soluté et la concentration des ions en solution. Alors la concentration en soluté, c'est la concentration que vous connaissez. Donc c'est quelque part juste avant que je mette en solution. Donc je regarde la masse de sel, par exemple, que je vais dissoudre dans l'eau avant, entre guillemets, qu'il ait été dissous, donc dispersé, solvaté, etc. Donc la concentration, elle se mesure en mol par litre, donc j'ai des mols divisés par des litres. Donc sa formule, ça va être C, alors on va bien rajouter soluté, donc on peut mettre entre parenthèses CNA+, ou C tout court d'ailleurs, hein, pour aller plus vite. Donc c'est N, le nombre de moles de soluté, la quantité de matière de soluté, divisé par le volume de la solution. Donc le nombre de moles de sel que je vais mettre, divisé par le volume d'eau dans lequel je vais le mettre. Donc N, c'est une quantité de matière en moles, le volume c'est en litres, et la concentration c'est en moles par litre. Alors la concentration des ions en solution. Donc une fois qu'ils sont dissous, je prends un ion que je vais appeler grand X,
Et sa notation, ça va être de cette concentration, grand X entre crochets. Donc on met la formule de Lyon entre crochets. Et c'est toujours des moles par litre, donc je vais avoir la quantité de matière, mais cette fois de Lyon X, divisé par le volume. Et donc les unités, vous avez la quantité de matière en mol, le volume en litres, et grand X qui sera en mol par litre. Alors, pourquoi j'ai deux définitions qui sont toujours une quantité de matière divisée par un volume? Eh bien, la raison, elle est simple, c'est parce que je peux avoir des valeurs différentes. Donc les concentrations des ions en solution peuvent être différentes de celles du soluté. Alors, qu'est-ce qui va être différent? Ça ne va pas être le volume, puisque c'est toujours le même volume d'eau dans lequel je vais préparer ma solution, mais ça va être la quantité de matière. Et pourquoi la quantité de matière est différente? Parce que quand le solide se dissout, et le solide se dissout, j'ai un coefficient stoichiométrique 1 devant, eh bien ça donne des ions pour lesquels le coefficient stoichiométrique devant n'est plus égal à 1. Par exemple, le chlorure de cobalt va donner 2 ions chlorure. Donc j'aurai en quantité de matière 2 fois plus d'ions chlorure que j'ai de molécules de CoCl2. Donc le fait que les coefficients stoichiométriques soient différents fait que je ne vais pas avoir la même concentration pour l'ion chlorure que pour le chlorure de cobalt. Alors, on va faire un exemple, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc on prend 0,65 g de chlorure de fer 3 pour préparer 100 ml de solution. Donc le volume, vous l'avez. Alors, premièrement, j'écris l'équation de réaction, c'est-à-dire l'équation de dissolution, FeCl3 solide. Donc je vous invite d'ailleurs à essayer de faire l'exercice et de comparer avec les réponses que je vais donner. Donc l'équation de dissolution, vous avez le chlorure qui est toujours Cl-, donc il y en a 3. Il y a 3 ions chlorure, donc le coefficient 3, je le retrouve ici. Et forcément, comme j'ai 3 Cl-, je dois avoir Fe3+. Donc Fe3+, Aq, plus 3 Cl-, Aq. Alors, je dois calculer, pour trouver la concentration en soluté, je dois trouver la quantité de matière de soluté, c'est-à-dire la quantité de matière de chlorure de fer 3. J'ai la masse, 0,65 g, donc je dois avoir la masse molaire du chlorure de fer 3. Donc, vous avez la masse molaire du fer et la masse molaire du chlorure. Donc, pour trouver la masse molaire du chlorure de fer 3, donc c'est égal à la masse molaire du fer plus 3 fois la masse molaire du chlorure. Donc, j'ai 162,3 g par mol. Alors, pour la quantité de matière de soluté initiale, donc quelque part juste avant qu'il soit dissous, la formule, c'est la masse sur la masse molaire. Alors, j'ai rajouté soluté à chaque fois pour ne pas confondre. Donc, j'ai 0,65 g divisé par 162,3 g par mol. Donc, ça me fait 4,0, si on arrondit un chiffre après la virgule, fois 10 puissance moins 3 mol. Alors, la concentration en soluté, d'après sa définition, c'est le nombre de moles, la quantité de matière de soluté divisé par le volume. Donc la quantité de matière de soluté, on l'a calculée, c'est 4,0 fois 10 puissance moins 3 divisé par 100 ml, à convertir en litres bien sûr. Donc 100 fois 10 puissance moins 3. Et je trouve, vous voyez, je mets dans 0,1 litre, hein, donc dans un litre, j'ai 10 fois plus, hein, donc j'ai 4,0 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Faites bien attention, la quantité de matière, elle est en mol, la concentration, elle est en mol par litre. Alors, on retrouve un petit tableau d'avancement, puisque c'est une réaction chimique, donc je vais avoir un état initial, un état final, sauf que ça va être quand même beaucoup plus simple, puisque ici je n'ai qu'un seul réactif, et ce réactif, la réaction s'arrête quand il est dissous entièrement. Donc l'avancement, il n'y en aura qu'un seul à calculer, il n'y a pas à savoir lequel avancement sera le plus petit entre deux réactifs, il n'y a qu'un seul réactif. Donc vous avez l'équation à remettre, Fe3 plus Aq plus 3Cl- Aq. Alors à l'état initial, le réactif, on a calculé, attention, en mol. J'ai 4,0 fois 10 puissance moins 3 mol de FeCl3.
Et à l'état initial, je n'ai pas encore d'ion, ça n'a pas encore été dissous. Alors en cours, eh bien, on remplit comme on a l'habitude, donc moins x, x, et attention, on prend 3x, parce que le chlorure, ici, c'est 3, le coefficient stoichiométrique devant. Hein, puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand une molécule de FeCl3, je ne devrais pas dire molécule, parce qu'elles ne sont pas séparées les unes des autres, mais bon, quand une espèce chimique de FeCl3 se dissout, elle donne un ion Fe3+, donc la concentration en Fe3+, sera la même que la concentration en FeCl3, mais elle donne 3 ions chlorure. À chaque fois, j'en ai 3 fois plus d'ions chlorure. Donc la concentration de chlorure sera 3 fois plus importante en fait. Alors ça, on va le montrer avec le petit tableau d'avancement. Donc à l'état final, je recopie en mettant Xmax. Et je calcule les quantités de matière à l'état final pour connaître la quantité de matière de chaque ion à l'état final, ce qui va me permettre de calculer leur concentration. Donc tout le soluté est dissous. Donc la quantité de matière à l'état final est égale à 0. Donc forcément, cette chose-là, c'est égal à 0. Et donc vous avez tout de suite Xmax. Parce qu'en plus, le coefficient stoichiométrique, c'est toujours 1. Donc c'est toujours moins Xmax, il n'y a pas moins de Xmax. Donc Xmax est égal à ça. Voilà, ça c'est vite fait. Donc Xmax est égal à 4 fois 10 puissance moins 3 mol. Alors, moi ce qui m'intéresse, c'est les quantités de matière des ions dans l'état final. Donc j'ai la quantité de matière de Fe3+, qui est égale à Xmax, donc 4 fois 10 puissance moins 3 mol, et la quantité de matière d'ion chlorure, qui est égale, là attention, à 3Xmax. Donc 3 fois 4 fois 10 puissance moins 3. Alors on peut noter 3 fois 4, 12, donc 12 fois 10 puissance moins 3, ce qui fait 1,2 fois 10 puissance moins 2 mol. Donc j'ai plus de chlorure. Je n'ai pas créé de matière, puisque la molécule de FeCl3 n'existe plus. Mais dans cette molécule, on avait 3 chlorures pour un fer. Alors, une fois que j'ai les quantités de matière de ces ions, je peux calculer la concentration des ions, qu'on va noter entre crochets. Donc, la concentration des ions Fe3+, c'est la quantité de matière divisée par le volume, donc 4 fois 10 puissance moins 3 divisé par 100 fois 10 puissance moins 3, c'est-à-dire 4 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc, c'est exactement égal à la concentration en soluté. Mais puisqu'on a les mêmes coefficients stoichiométriques, on constate que la concentration en Fe3+ est égale à la concentration en soluté, et la concentration en ion chlorure, c'est la quantité de matière d'ion chlorure divisée par le volume, donc 1,2 fois 10 puissance moins 2 divisé par 100 ml, donc 100 fois 10 puissance moins 3, donc c'est égal à 1,2 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Et on constate que on a la concentration en chlorure qui est égale à 3 fois la concentration en soluté, qui valait 4 fois 10 puissance moins 2. Donc 4 fois 10 puissance moins 2 fois 3, ça fait 12 fois 10 puissance moins 2, c'est-à-dire 1,2 fois 10 puissance moins 1. Donc on constate que la concentration d'un ion X est égale à la concentration en soluté, C soluté, multipliée, ça c'est important, par le coefficient stoichiométrique de l'ion X dans l'équation de dissolution. Alors, dans cette partie, on va étudier la miscibilité d'une espèce chimique avec une autre et la solubilité d'une espèce chimique dans un solvant et comment les prévoir. Alors, petit rappel sur la miscibilité. Donc, deux liquides sont miscibles. Alors, attention à l'orthographe, je vois des erreurs. Miscible SC. Donc, s'ils forment un mélange homogène, donc comme l'alcool et l'eau, qui sont miscibles, qu'on appelle en toute proportion, donc quelles que soient les proportions. Et deux liquides sont non miscibles, on n'a pas trouvé de mot, ou alors on peut dire ne sont pas miscibles, s'ils forment un mélange hétérogène. Donc le mot homogène et hétérogène ne va que derrière le mot mélange. Alors, dans un mélange hétérogène, comme l'huile et l'eau par exemple, l'eau et tout ce qui est soluble dans l'eau va constituer ce qu'on appelle une phase aqueuse. On n'a pas parfois que de l'eau, on a des choses qui sont dissoutes dans l'eau. Et l'autre phase, donc par exemple l'huile, constitue ce qu'on appelle la phase organique.
qui va être constitué de molécules qu'on appelle organiques, hein, et on verra la définition dans le prochain chapitre. Et vous avez toujours un liquide qui est plus dense, donc c'est-à-dire plus lourd pour un même volume, hein, et un autre qui est moins dense, donc dense D-E-N-S-E. Et le liquide plus dense, c'est celui qui est en dessous, puisqu'il est plus lourd, hein, donc il pèse plus, il est en dessous. Et le liquide moins dense, comme l'huile, est au-dessus. Alors maintenant, comment prévoir la solubilité d'une espèce chimique? Donc j'ai un solide, j'ai un solvant, je voudrais savoir si ce solide va se dissoudre dans le solvant. Alors il y a quelques règles simples, hein. Déjà les conditions, c'est qu'un solide ne va être soluble dans un solvant que si ces entités, donc les ions, les molécules, peuvent s'entourer de molécules du solvant. Il doit absolument exister des interactions entre les molécules du solvant et les entités du solvant, du soluté. Et donc, ces interactions existeront d'autant plus que les molécules du solvant et les entités se ressemblent. Donc, le soluté est d'autant plus soluble dans un solvant que sa structure est proche de celle du soluté. Hein, donc, vous avez la petite phrase « qui se ressemble s'assemble ». Alors, pour le cas des solides ioniques, donc un solide ionique est davantage soluble dans un solvant polaire. Alors pourquoi? Puisqu'un solide ionique, on l'a vu, est constitué d'ions, donc d'entités chargées. Un solvant polaire possède des charges partielles, delta plus et delta moins. Hein, donc on a vu que la dissolution du sel va se produire dans l'eau en 3 étapes. Et il y a des interactions entre ces molécules d'eau et ce sel, et ces ions, chlorure et sodium. Et ça va être beaucoup plus compliqué dans un solvant apolaire, hein, puisqu'il n'y a pas d'interaction. Même s'il y en a un tout petit peu, puisqu'on a des dipôles instantanés, mais ça va être beaucoup plus faible, donc la dissolution sera extrêmement réduite. Alors, pour les solides moléculaires, donc vous avez les solides moléculaires polaires, qui sont davantage solubles dans les solvants polaires. Donc solides polaires, solubles dans les solvants polaires. Alors pourquoi? Parce qu'on va avoir des interactions de Van der Waals, ou des interactions par ponts hydrogène, hein, qui viennent s'ajouter, qui vont s'établir entre les molécules du soluté et les molécules du solvant. Donc le saccharose, hein, c'est pas là. Donc le saccharose qui est polaire, hein, c'est une molécule assez grande, donc c'est un peu fastidieux à le démontrer, mais on a un pôle G+ et un pôle G- qui vont s'attirer avec le pôle G+ et le pôle G- de l'eau. Alors par contre, les solides moléculaires apolaires sont davantage solubles dans les solvants apolaires. Donc le diode, par exemple, qui est très peu soluble dans l'eau, un petit peu quand même, puisqu'on a de l'eau iodée, mais par contre dans le cyclohexane, qui est apolaire, il va être très soluble, hein, puisqu'il va y avoir des liaisons entre dipôles instantanés, des interactions entre dipôles instantanés qui vont se créer. Alors, vous avez fait en TP une extraction du diode par le cyclohexane. Donc, cette extraction s'appelle une extraction liquide-liquide. Pourquoi? Parce que on va extraire une espèce chimique, le diode qui est présent dans l'eau, donc dans une phase liquide, par un solvant extracteur qui est liquide aussi. Donc, le principe de cette extraction liquide-liquide consiste à faire passer une espèce chimique d'une phase de départ, liquide, vers ce qu'on appelle un solvant extracteur, hein, c'est lui qui va aller extraire l'espèce chimique, qui est liquide également, et surtout qui doit être non miscible avec la phase de départ. Parce que le solvant extracteur et la phase de départ, si elles se mélangent, eh ben, on n'a rien extrait du tout, hein, on n'a rien séparé du tout. Donc, pour choisir le solvant extracteur, c'est souvent une question qu'on a dans des épreuves. On vous donne toute une série de solvants extracteurs avec leurs caractéristiques et vous devez choisir le bon, comme on a fait en TP. Donc, il y a 2 conditions. Première condition, il faut que l'espèce à extraire soit plus soluble dans le solvant extracteur que dans la phase de départ. Hein, le diode, s'il a le choix entre du cyclohexane et de l'eau, eh ben, il préférera aller dans le cyclohexane, dans lequel il est beaucoup plus soluble. Et la deuxième condition, c'est que le solvant extracteur et la phase de départ, hein, c'était l'eau, ne doivent pas être miscibles pour qu'elles soient séparées. Donc vous avez un dessin ici qui représente les différentes étapes, hein.
Donc ici j'ai par exemple la solution aqueuse, donc l'eau et le diode. Alors on avait aussi du sulfate de cuivre qui est resté dans l'eau, lui, parce qu'il n'est pas soluble dans le cyclohexane. Tout ça se fait obligatoirement dans une ampoule à décanter, question que vous pouvez avoir aussi, et je mets le solvant extracteur. Alors on agite tout ça, robinet fermé, à l'envers, j'ouvre le robinet de temps en temps pour faire le dégazage. Donc ça force le contact hein, en fait entre les deux solvants en créant des petites bulles provisoires. Et les deux phases vont se séparer puisqu'elles sont non miscibles. Alors, sur ce schéma, il est représenté la phase aqueuse en dessous, donc avec l'eau, et la phase organique au-dessus. Mais je peux très bien avoir l'inverse, ça dépend des densités des deux phases. Alors c'est vrai que beaucoup de solvants organiques sont moins denses que l'eau, mais c'est pas toujours le cas. Hein. Donc l'espèce à extraire, elle est passée dans la phase organique, donc elle est extraite maintenant. Donc elle est au-dessus, alors qu'avant elle était dans l'eau en dessous. Alors, si on a le choix, les marques restent, bon tant pis, on choisira aussi le moins toxique, hein, le solvant le moins toxique. Et l'exemple, c'est celui que vous avez fait en TP, hein, donc extraction du diode, c'est l'exemple classique, présent dans l'eau par le cyclohexane, donc le diode est bien plus soluble dans le cyclohexane que dans l'eau, et en plus le cyclohexane n'est pas miscible avec l'eau. Hein, donc ça peut être la réponse de la justification de pourquoi on choisit le cyclohexane. Alors l'extraction, comme je vous ai dit, doit être réalisée dans une ampoule à décanter, et non pas dans un tube à essai comme j'ai vu dans les schémas de certains TP. Donc les deux phases sont disposées l'une sur l'autre hein, en fonction de leur densité. Donc souvent c'est l'eau en dessous, mais ce n'est pas toujours le cas. On vous donne les densités, et la densité la plus grande, c'est celui qui est en dessous. Donc l'ampoule à décanter, pourquoi on le fait là-dedans? Parce qu'avec le petit robinet, après on peut séparer les deux phases. Et ça permet de séparer les deux phases facilement. Alors dans cette dernière partie, on va étudier certaines espèces particulières qu'on appelle des espèces amphiphiles, comme le savon. Alors pour connaître les différents adjectifs, il faut connaître certains préfixes et suffixes. Donc vous avez par exemple tout ce qui a un rapport avec la graisse, les lipides, qu'on va appeler lipo. Hein, vous avez bien sûr la liposuccion. Tout ce qui est en rapport avec l'eau, ça va être hydro. Hein, hydraté par exemple, hydratation. Alors, tout ce qui signifie des deux côtés, c'est amphi. Donc, vous avez ça dans les amphithéâtres, comme à l'université. Alors maintenant, les amphithéâtres, c'est plutôt comme une salle de classe, hein, mais les amphithéâtres romains étaient en arc de cercle. Donc, on pouvait s'adresser d'un côté à l'autre côté du public. Après, vous avez suffixe qui signifie une attirance, qui aime, donc phile. Hein, vous avez par exemple les cinéphiles, qui aiment le cinéma. Ensuite, vous avez phobe, donc qui craint, hein, toutes les phobies, hein, bien sûr, la peur des araignées, etc. Et avec ça, on comprend tout de suite la signification de chaque adjectif. Donc, certaines espèces chimiques, hein, vous avez un exemple en dessous, vont être constituées de deux parties avec des propriétés distinctes. Hein. Donc, on va avoir une partie qui va être polaire, et donc hydrophile, puisque si elle est polaire, elle a un pôle positif et un pôle négatif, comme l'eau. Donc elle va créer des interactions avec l'eau. Donc ici, vous avez la molécule ici qui a une partie avec des ions, donc O-, Na+, donc polaire, qui va faire des interactions avec l'eau. Et donc cette partie va être lipophobe, c'est-à-dire qu'elle ne va créer aucune interaction avec toutes les molécules organiques comme l'huile, la graisse, etc. Donc ça va s'ignorer totalement, il n'y aura aucune interaction. Alors dans la même molécule, je vais avoir une partie qui va être apolaire. Donc ici vous avez une longue chaîne d'atomes de carbone et d'hydrogène pour lequel les liaisons carbone-hydrogène sont apolaires. Donc il ne va y avoir aucune interaction avec les molécules d'eau. Par contre, on en aura quelques-unes avec les molécules organiques. Donc l'huile, donc elle sera lipophile, donc soluble dans les graisses, et elle sera hydrophobe, puisqu'il n'y a aucune interaction avec l'eau. Donc on a une partie hydrophile et une partie lipophile dans la même molécule. Donc on dit que ces espèces ont un caractère amphiphile,
Et ces molécules sont ce qu'on appelle des tensioactifs, qu'on va retrouver dans les lessives, par exemple, ou le savon. Donc le savon est un exemple de composé amphiphiles. Donc le principal constituant d'un savon est un ion qu'on appelle l'ion carboxylate. Alors vous avez le savon de Marseille, il y a plusieurs ions carboxylates, donc dans le savon de Marseille, il est fait à partir d'huile d'olive, donc on appelle ça l'ion oléate. Donc vous avez un exemple ici, hein. Donc on a une longue chaîne carbonée ici, hein, la chaîne carbonée. Les liaisons CC et CH sont apolaires, donc elle sera insoluble dans l'eau, mais soluble dans les graisses. Et on a une tête ionique, donc polaire, hein, la tête ionique elle est ici, qui sera polaire et hydrophile, donc soluble dans l'eau. Donc on a une molécule, quand on a de l'eau et de la graisse, une partie va aller dans l'eau, une partie va aller dans la graisse. Donc ça va permettre de dissoudre la graisse dans l'eau, en fait, quelque part. Donc le savon, la conséquence, c'est que ça va avoir des propriétés lavantes. Parce que sa partie lipophile va se fixer dans les salissures graisseuses, par exemple qui sont collées sur un plat ou sur notre peau, et la partie hydrophile reste dans l'eau. Et en fait, ça va décoller la graisse, parce que la graisse va se retrouver entourée de molécules de savon, et va former ce qu'on appelle des micelles. Et ces micelles, c'est comme des sortes de grosses macromolécules qui vont être évacuées dans l'eau de rinçage. Et si on n'a pas ces micelles, c'est beaucoup plus compliqué de décoller la graisse d'un plat avec de l'eau, puisque la graisse et l'eau n'ont aucune interaction l'une avec l'autre. Alors, on peut représenter la molécule amphiphile de manière un peu simplifiée, hein, de cette manière-là. Donc là, vous avez la tête hydrophile, hein, et la chaîne lipophile. Donc la chaîne lipophile, c'est une chaîne d'atomes de carbone, souvent. Alors des fois, on le représente un peu en zigzag, hein. Et la chaîne, la partie lipophile va aller dans la matière grasse, dans l'huile, et la partie hydrophile va rester dans l'eau. Et alors ça, c'est un schéma en coupe, hein, parce que la micelle, en fait, c'est en 3 dimensions. C'est une sorte de petit granule comme ça, avec la petite bulle de graisse, d'huile à l'intérieur. Alors, on utilise parfois des tensions actives dans le domaine alimentaire, parce que ça permet de réaliser ce qu'on appelle des émulsions. Puisque avec ce phénomène des micelles, vous allez avoir les petites bulles d'huile qui vont être mélangées à l'eau et qui vont rester stables. Parce que vous pouvez mélanger, créer une émulsion instantanée, vous mélangez de l'huile et de l'eau, ça va se mélanger, et puis 10 minutes après, ce sera séparé. Tandis que grâce à ces tensioactifs, les bulles d'huile vont s'entourer de molécules amphiphiles, de tensioactifs, et elles vont rester stables, elles vont rester sous forme de petites bulles, donc ça va être mélangé. Donc tout d'un coup, l'huile et l'eau peuvent être mélangées, vont former une émulsion qu'on appelle stable, de petites gouttelettes qui vont s'entourer de tensioactifs. Comme vous avez fait l'expérience, l'huile et l'eau vont être miscibles si je rajoute du savon. Alors on a d'autres émulsions dans le domaine alimentaire, comme la mayonnaise, par exemple. Donc la mayonnaise, c'est de l'huile et du vinaigre. Donc le vinaigre, c'est une solution aqueuse à base d'eau, dans laquelle on a de l'acide acétique. Donc le vinaigre et l'huile ne devraient pas se mélanger. Mais quand on rajoute de l'œuf, à l'intérieur de l'œuf, vous avez une molécule qui s'appelle la lécithine. Alors vous en avez aussi dans le soja, on dit la lécithine de soja. Et cette lécithine est un tensioactif, donc qui va permettre aux petites gouttelettes d'huile de rester stables dans le vinaigre et ça ne va pas se séparer. Alors vous avez une petite vidéo dont j'essaierai de vous mettre le lien également dans la description. Voilà.